troisième épisode de la web-série Transfo des ESAT, qui est aujourd'hui interrogé sous l'angle des organisations capacitantes et apprenantes, deux concepts peut-être pas si éloignés l'un de l'autre, mais on va avoir une séance d'échange pour approfondir tout cela grâce à nos deux intervenants du jour. Une universitaire, Madame Monique Combejoret, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'université Reims-Champagne-Ardenne. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et François Gillet, qui est directeur général de l'association Marguerite Sinclair dans le Haut-Rhin. Merci également à vous d'avoir accepté de témoigner. Donc deux témoignages complémentaires, l'un issu d'une recherche, l'autre qui vient témoigner des transformations telles qu'elles sont à l'œuvre sur le terrain, et quand je dis terrain, j'inclus évidemment le pilotage des sièges là-dedans. Et on va commencer avec vous. Madame Combejoret, vous avez donc dirigé une recherche de 2017 à 2020, recherche qui a associé 10 ESAT, dont plusieurs en Grand Est, Aube, Marne, Haut-Rhin, Meuse, et puis au-delà du Grand Est, des ESAT dans les Yvelines, le Val d'Oise, la Seine-Maritime, le Vaucluse, le Rhône, la Drôme, l'Isère, la Loire et la Haute-Savoie. Donc vraiment un large panel national. Et dans cette recherche, vous avez défendu l'intérêt d'une approche par les capabilités qui font des ESAT des organisations capacitantes, dites-vous, c'est-à-dire des organisations basées sur la participation et le développement des personnes accompagnées, ainsi que la justice et la responsabilité, dites-vous. Donc, on va vous laisser nous présenter, si vous le voulez bien, les tenants et aboutissants de votre recherche, nous expliquer aussi et peut-être surtout cette notion d'organisation capacitante, et puisque vous n'êtes pas sans connaître une autre notion régulièrement utilisée dans le secteur, celle d'organisation apprenante, nous dire en quoi elle complète ou se distingue, le cas échéant, de la notion d'organisation apprenante. Et puis, puisque vous n'êtes pas sans méconnaître non plus les mouvements actuels de transformation des ESAT, peut-être nous livrer votre point de vue sur ces enjeux. Merci et je vous donne la parole. Ok, un grand merci à vous pour cette invitation et cette possibilité d'échange et de transfert de connaissances. Donc, si vous pouvez du coup partager l'écran, parce que du coup, moi, j'ai plus la main, hein, mon ordinateur vient juste de planter. C'est les joies du direct. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Alors, juste en deux mots, donc encore merci pour cette possibilité de partager avec vous des réflexions sur la transformation des ESAT. Je vais vous parler notamment de ce projet de recherche qui s'intitule ESAT de demain et en sous-titre vers des organisations capacitantes. Donc, moi, je suis maître de conférence, effectivement, habilitée à diriger des recherches en sciences de gestion et je suis professeur associé à la chaire Économie sociale et solidaire de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, si on peut passer. OK. Donc, je vais m'appuyer sur ce document qui est disponible. Vous avez dessous, avec la petite flèche verte, sur des archives ouvertes. Donc, vous cliquez sur le lien et vous pourrez le télécharger. Le rapport de recherche de cette première saison. Et je voulais faire un zoom avant de commencer sur le reste de l'équipe, puisque bon, moi, je suis la responsable scientifique, mais j'ai eu vraiment le plaisir de travailler, et je travaille encore, hein, puisque vous verrez qu'il y a une deuxième saison, avec Laurent Carrier, qui est consultant formateur et qui est le gérant du cabinet Carrier Conseil et Formation. Marie-Pierre Donadi, qui est directrice de l'ESAT, l'Envol et de la SAS, section d'accueil spécialisé de l'Envol, enfin de l'ESAT à Mantes-la-Jolie, qui dépend de l'association DELOS APEI 78, de Kamton Caïn, qui lui est directeur adjoint de ce même ESAT et également directeur du développement pour les deux ESAT de l'association, et enfin de Nadine Nonin, qui est directrice générale alors je ne vois plus avec le nom, donc de l'association Les Antes et de l'APEI Vitry-le-François, donc là dans la Marne. Si on peut passer. Alors, ce que je vous propose, un zoom sur ce projet ESAT de demain pour mettre en évidence sa particularité, voire sa singularité dans les projets de recherche en France. Je voudrais aussi faire un zoom sur les principaux résultats
et revenir en fonction de vos questions sur ceux qui vous intéresseront. Et en discussion, faire un zoom aussi sur les apports des recherches partenariales, puisque c'est une des caractéristiques de ce projet. Donc, si on peut passer. Alors, le projet de recherche, saison 1, 2017-2020, vous verrez que ça a été vraiment une période de grande transformation, notamment pour les ESAT, mais les transformations continuent avec justement le plan qui a été voté. Donc ça, c'est en cours, la saison 2. Alors, jeunesse du projet ESAT de demain, en fait, moi, je voudrais zoomer sur la règle de 3, comme ils disent à 28 minutes. C'est une recherche particulière. Il y a un objet, là aussi, particulier. Et ce qui m'a peut-être, moi, le plus frappé en commençant ce travail avec les personnes en situation de handicap travaillant dans des ESAT, c'est que le travail pouvait être synonyme de santé. Si on peut passer. Alors, tout a démarré par une rencontre, notamment qui a été orchestrée par Laurent Carrier, qui connaissait à la fois des structures de terrain pour les avoir accompagnées et également des domaines de recherche, et notamment l'Université de Reims. Et donc, en fait, au travers de cette recherche, nous avons pu monter ce projet avec 4 partenaires, donc les 2 associations, l'APUI Delos 78, les Atlanvol, le cabinet de consultants, donc Carrier Conseil, et moi. Donc, tout est parti également d'un besoin, un besoin du terrain, de documenter les réflexions sur leur modèle d'organisation et de connaître d'autres pratiques pour dépasser des limites qu'ils avaient perçues. Ça, c'est le premier point. Donc, vous verrez que dans cette recherche, il y a une double visée. C'est la caractéristique de ce qu'on appelle des recherches-actions. Une visée de développement de connaissances scientifiques, mais en même temps, au même titre et au même niveau, une visée de transformation sociale. Alors, il faut que j'arrive à baisser, moi, pour pouvoir lire en entier mes documents. Voilà. Donc, l'idée, en fait, de documenter la réflexion, c'était de réfléchir ensemble sur les changements en cours, très importants à partir de 2017, éclairer aussi les choix pour l'avenir, et donc produire des connaissances sur les modèles d'organisation des entreprises, et notamment des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Si on peut passer. OK. Alors, juste pour vous dire, mais peut-être que ça, vous êtes tous au courant, mais pour moi, les ESAT, en fait, c'était un objet de recherche particulièrement, d'une part, complexe, et deuxièmement, invisibilisé dans l'ensemble des recherches en sciences de gestion. Alors, je vais peut-être passer rapidement parce que je pense que là, j'ai affaire à des spécialistes. Mais les ESAT, ce sont des structures médico-sociales. Il y en a, alors suivant les documents, entre 1500 et 1400 en France, en gros en 2020, qui accueillent des personnes en situation de handicap adulte qui ne peuvent temporairement ou souvent plus durablement travailler en milieu dit ordinaire. Ces structures ont une double mission, et c'est ça qui est le plus frappant pour moi au départ, de mise au travail, donc de proposer des activités de production de biens et de services, mais pas n'importe lesquelles, des activités qui sont adaptées au personnel et aux personnes accompagnées, et également, au même titre, un accompagnement médico-social. Et ce qui est le plus frappant également, c'est ces structures ont un objectif, en tous les cas l'objectif des politiques publiques, d'une insertion sociale et professionnelle. À titre indicatif, les chiffres qui sont à peu près disponibles indiquent qu'il y a 1% en fait, des personnes qui sont en situation de handicap et qui travaillent dans les ESAT qui vont en gros vers le milieu dit ordinaire de manière définitive. Alors, juste pour vous dire, un objet presque considéré comme un ovni dans les sciences de gestion, qui s'intéresse majoritairement aux grandes entreprises privées capitalistes, en gros, c'est que ce sont des structures gérées majoritairement par des associations, des entreprises de production, mais non lucratives, qui par ailleurs sont des structures qu'on appelle hybrides, avec un financement 70% public, 30% lié à leur chiffre d'affaires, et en tous les cas qui se distinguent des entreprises classiques et du milieu ordinaire. Donc j'ai découvert grâce à ce travail de recherche le milieu de travail dit protégé, et notamment donc les contrats d'aide par le travail. Si on peut passer. OK. Alors juste pour zoomer sur ce point qui était frappant pour moi au départ, les ESAT en fait sont peu connus et peu étudiés, y compris peu connus par les personnes travaillant, les professionnels du milieu médico-social. Je vous ai mis en vert ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire des phrases qui ont été je ne trouve plus le terme, qui ont été proposées par des personnes qui ont été
qui ont été enregistrés. Et donc, l'une des personnes en fait, de l'ESAT L'Envol de l'équipe médico-sociale disait, déjà, quand on dit qu'on travaille avec des personnes handicapées, tout de suite, on voit la tête qu'ils font, les gens. Ils pensent que c'est un foyer, mais souvent, on me demande s'ils dorment. Donc, il y a vraiment une confusion et j'ai l'impression, un espèce de blocage dans le temps passé des CAT. Autre personne de l'équipe médico-sociale de l'ESAT Envol disait, moi quand j'ai postulé ici, sous-entendu à l'ESAT, j'étais initialement dans un foyer de vie, le directeur de l'association me disait, ah tu vas voir là-bas, c'est pas pareil, il va falloir les faire travailler. Bref, c'était assez frappant de voir ce décalage entre moi, ce que j'ai pu observer dans les 10 ESAT dans lesquels nous avons pu mener notre étude, et ce discours-là qui était vraiment très marqué. À titre indicatif, mais je pense que là, ça a dû toucher pas mal de personnes là, qui travaillent dans le milieu, est sorti en février 2022 un ouvrage, une enquête que le directeur d'handicap qualifie d'enquête à charge, et je suis assez d'accord avec lui, de Thomas Petit, et donc en fait qui s'appelle Handicap à vendre, et le sous-titre de son ouvrage, c'est « Resteriez-vous 7 heures à trier des vis ?» Et c'était aussi une des interrogations que j'avais, et je me rappelle très bien qu'une des premières choses que m'avait dite Nadine Nonin, c'est que pour des personnes en fait, qui ont des problématiques de handicap psychique, des fois serrer des boulons, ça permet de resserrer soi-même ses propres boulons et d'aller mieux. Si on peut passer. Alors, dernier étonnement pour moi, vous dire d'où je viens. Donc moi j'ai travaillé d'abord dans l'aérospatiale, ensuite dans la banque, enfin dans l'ESS avec un gros projet de recherche sur la Croix-Rouge française, où on avait évoqué les risques psychosociaux, la perte de sens au travail, les menaces identitaires. Bref, j'arrive dans le premier ESAT, donc l'ESAT L'Envol à Mantes-la-Jolie, et là je vois que le travail en fait c'est ce qui permet d'aller bien, c'est le travail, c'est la santé, c'est fondamental et il ne supporte pas ou difficilement d'être en vacances. Donc gros changement en fait de terrain. Du coup, peut-être aussi pour préciser ce qui est en bas là, du petit rectangle beige, nous avons aussi, dans le cas de la chaire, décidé depuis plusieurs années de faire une focale sur l'exemplarité des structures de l'ESS et mettre en évidence plutôt ce qui va bien et en quoi elle pourrait être inspirante pour d'autres structures. Si vous pouvez passer, s'il vous plaît. OK, merci. Donc maintenant, en termes de problématiques de recherche et de démarche de recherche, comment on a fonctionné? On est parti de deux questionnements, à la fois un questionnement venant du terrain et un questionnement théorique venant de la recherche, et on a développé une démarche inspirée de celle du Québec des recherches partenariales. Donc si on peut passer. Alors, problématique, les deux questionnements. Le premier, le questionnement empirique. En fait, la question qui était posée par les deux ESAT et puis par Laurent Carrier, c'était mais comment aller plus loin que ce qu'on fait déjà et ce qui était déjà très bien? Comment aller plus loin et comment remplir ses missions dans un environnement qui était de plus en plus perçu comme contraignant et évolutif? Juste un petit rappel, 2017, politique publique parle de tournant inclusif et c'était même à l'époque une volonté politique de faire le tout inclusif, j'allais dire, à marche forcée. On était là-dedans au début quand on a commencé la réflexion. Donc du coup, par rapport à ce questionnement, on a mis en place une enquête sur 10 ESAT pépites, dont l'ESAT de François Gillet qui va parler après. On a cherché des initiatives inspirantes et des pratiques novatrices. Et on s'est posé la question sur le modèle français d'institutionnalisation qui était très, très critiqué par la rapporteure de l'ONU. Et enfin, on a interrogé la volonté de l'État d'aller vers des entreprises inclusives. Ça, c'était le côté empirique et terrain. Côté théorique, moi, ça faisait un moment que je m'intéressais au travail, à l'organisation du travail, et en travaillant sur la revue de la littérature dans le champ du handicap, on parle beaucoup de travail émancipateur. Donc, du coup, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'est qu'un travail émancipateur. Je m'intéresse aussi depuis plusieurs années au modèle théorique d'organisation du travail, notamment le travail taylorien, fordien, les organisations. Alors, vous vous dites apprenante, moi j'ai fait ma thèse sur les organisations qualifiantes, vous allez voir que c'est un peu la même, on est dans la même trajectoire. Et en fait, faisant un zoom sur les ESAT, essayer de voir, mais du coup, en termes de modèle d'organisation, qu'est-ce qui permettrait de dépasser les limites qui étaient perçues par les professionnels du terrain. Donc du coup, en termes de questions de recherche, première question, ce que le travail peut faire ou ne peut pas faire, les trois modèles existants et leurs limites, les organisations capacitantes, qu'est-ce que c'est, quels sont les principes, et voir en fait si on peut réfléchir ensemble sur demain des tendances, notamment liées aux politiques publiques, mais également des utopies. Si vous pouvez passer.
Alors, peut-être là plus rapidement, mais pour vous dire que moi je partais en fait d'un travail sur le burn-out, le bore-out, le brown-out, c'est-à-dire toutes les pathologies du travail. Ça, c'était dans les structures que j'avais étudiées par le passé. Et du coup, arriver en fait dans les ESAT, voir en fait comment certains ESAT qu'on a qualifiés. Alors, moi j'ai utilisé le terme de pépite quand on parlait sur le terrain, mais pour mes collègues chercheurs, pépite, ça a d'autres significations. Donc, du coup, j'ai utilisé le terme de chercheur de silent leader, c'est-à-dire des structures en fait qui sont, ou des établissements qui peuvent être innovants, mais invisibles socialement, et la plupart du temps absents des programmes de recherche académiques. Et ce terme de silent leader est en écho à la sociologie des absences d'un auteur qui s'appelle De Souza Santos, qui s'intéresse en fait à tout ce qui est ignoré, résiduel, inférieur, local, improductif, ou en tout cas considéré comme tel par les courants dominants. Donc du coup, la question de recherche, c'est quel mode d'organisation et quel mode d'accompagnement, quel modèle socio-productif mettent en œuvre ces structures en fait particulières, pépites, inclusifs, apprenants, qualifiants ou capacitants. Si vous pouvez passer. OK. Alors maintenant, en termes de démarche, notre objectif, c'était d'étudier des pratiques novatrices, inspirantes en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap par le travail. Donc, en termes de méthodologie, on a, et grâce aux acteurs de terrain, grâce aux membres de mon comité de pilotage, c'est-à-dire les deux directions et Laurent Carrier, on a identifié 10 cas. 10 cas avec un critère de variété maximale. Je vais insister là-dessus parce que quand on est dans des recherches qu'on appelle qualitatives, ce qui est ce cas-là, on n'est absolument pas dans une volonté d'être exhaustif. Ce n'est pas ça du tout qu'on recherche. On cherche à comprendre, on ne cherche pas à dénombrer. Et donc, du coup, la variété est un des critères en fait importants dans ce type de recherche. En termes de variété maximale, vous avez sur le côté la liste des 10 ESAT en fait, que nous avons eu la chance de pouvoir étudier. Et ces 10 ESAT en fait, se caractérisent par des tailles qui vont en fait, de 25 à presque 200 personnes accueillies, des modes d'organisation qui vont des ESAT totalement hors des murs à des ESAT totalement dans les murs, des activités aussi qui vont en fait des activités assez traditionnelles avec des activités très particulières. On verra des métiers d'art comme ferronnerie d'art, des restaurants, de la pêche traditionnelle. Et donc, on a aussi choisi comme critère de variété les implantations, donc des implantations très urbaines. Donc, les ESAT Saint-Clair en est un exemple, mais des ESAT également avec une implantation très rurale. Vous voyez, le numéro 4, c'est les étangs de la Chaussée, c'est dans la Meuse. Et donc, en fait, ils sont vraiment dans la campagne très, très éloignée de toute ville. Donc, voilà à peu près pour notre échantillon. Pour vous donner un ordre d'idée aussi, on a eu l'occasion, dans le cadre de cette étude, donc de février 2018 à octobre 2019, d'interviewer 210 personnes, soit dans le cadre de focus group, c'est-à-dire quand on rassemblait en fait des personnes autour d'une table, soit dans le cadre d'entretiens individuels. Donc 10 cas, 1 à 2 journées de terrain, des focus group, en commençant toujours par les personnes en situation de handicap, ensuite les professionnels de l'accompagnement, les professionnels en fait de l'activité productive, les directions, et des fois on avait même l'occasion de rencontrer des administrateurs. Tous ces entretiens et ces focus group ont été enregistrés avec l'autorisation des personnes et nous avons pu faire ce qu'on appelle une analyse de contenu. Voilà, si vous pouvez passer. Diapositive suivante, si c'est possible. J'espère que ce n'est pas coincé. Oui, on est en train de... Excusez-nous, ça arrive. J'avais perdu ma souris. Voilà, c'est bon. Ok, super. Alors, là aussi, pour que vous compreniez notre démarche et pour l'illustrer, on est dans ce qu'on appelle une recherche partenariale, telle qu'elle a été théorisée par 2 auteurs, et notamment Jean-Michel Fontan, qui est un chercheur québécois. Bussière, c'est également un Québécois. Et donc, c'est une tradition de recherche où ils ont vraiment l'habitude de travailler avec la communauté, c'est-à-dire le territoire proche des chercheurs. Et donc, elle a 2 caractéristiques. Elle est implicative, c'est-à-dire que dès le départ, on prévoit et on organise une participation étendue et tout le long de la recherche des praticiens et des praticiennes. Donc, vous voyez dans le petit cadre à côté, il y a 5 phases classiques d'une recherche qualitative: un projet de recherche, une phase de recueil des données, une phase d'analyse des données,
une phase de rédaction alors de cahier d'ouvrage et une phase de diffusion des résultats. Donc, dans ces 5 phases, en fait, les chercheurs du COPIN et les co-chercheurs ont été associés. Et donc, deuxième caractéristique, les personnes en fait, de mon comité de pilotage sont considérées comme des co-chercheurs, avec la seule différence, entre guillemets, moi je suis une chercheure professionnelle, je fais ça à temps complet, alors que les personnes qui ont travaillé avec moi, ce sont des chercheurs qu'on peut qualifier d'occasionnels. Donc, vous verrez que ça, c'est vraiment un des indicateurs d'une recherche qu'on appelle partenariale. Si vous pouvez passer, je pourrais revenir dessus si vous voulez. Alors maintenant, je ne sais pas trop le timing, mais a priori, on a le temps de développer les résultats de cette recherche. Alors là aussi, j'ai essayé de résumer les résultats autour de 3 domaines. Mon interrogation, moi première, ce que le travail peut faire, à part... Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'un management bienveillant, parce que quand j'ai commencé à travailler dans l'ESS, on parlait beaucoup de valeurs, de bienveillance. Moi, j'attendais de voir des preuves, puisque je suis chercheur, donc j'ai besoin de preuves. Et enfin, je vais zoomer sur les organisations capacitantes et vous montrer en fait l'affiliation et les distinctions entre qualifiantes, apprenantes et capacitantes. Alors du coup, voilà, merci. Ce que le travail peut faire, alors là, très concrètement, et pour moi, c'était une grande découverte, loin des préjugés, il y a une grande variété d'activités et de modalités d'accompagnement dans les 10 ESAT qu'on a pu rencontrer et les 1400 ou 1500 ESAT en France. Et ce qui était frappant, c'est que sans nier les difficultés et l'illusion de normalité, personne ne s'y trompe vraiment quand on est dans un ESAT, que ce soit les professionnels ou les personnes accompagnées. En tous les cas, ce que peut procurer un travail en ESAT, c'est un travail qui relie aux autres personnes, aux autres travailleurs, aux autres professionnels, et ce qui relie aussi au monde. Et ça, c'était peut-être le plus frappant. J'ai mis des verbatims juste dessous, c'est-à-dire toujours pareil, des phrases extraites des entretiens qu'on a pu mener. Donc, grâce au travail, les personnes en situation de handicap peuvent faire leur chemin de vie, voire rencontrer leur conjoint. Le travail, pour certains, c'est un rituel qui rassure. Et puis, il y en a pour qui le travail va être une façon de montrer notamment à leur famille ils ont une vie à vivre en fait. Donc le travail en fait en ESAT, c'est tout ça. Et dernier point, et notamment là c'est peut-être plus spécifiquement un résultat qui est en lien avec les ESAT qui accompagnent des personnes qui ont des problématiques de handicap psychique, le travail ne permet pas de soigner. Et ça a été dit et répété à plusieurs moments. En revanche, le travail clairement permet pour les personnes accompagnées d'accéder à une vie meilleure. Et du coup, comment elles formulent ça ? Par exemple, une des personnes disait le travail, personnellement, je trouve ça valorisant. On est quelqu'un si on a un boulot. Une autre disait, peut-être le dernier, je suis venue ici, c'est pour m'en sortir de ma vie, parce que j'ai fait des tas de conneries dans la vie, j'ai pris de la drogue, de l'alcool, tout ça, et quand mes parents ils me voient, ils me disent, tu t'en es bien sorti. Voilà quelques extraits en fait des entretiens qu'on a pu mener, des focus group qu'on a pu organiser. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Deuxième élément, un management bienveillant, ok, c'est comment ? C'est comment, très concrètement, au moins 3 principes majeurs. C'est un management en fait, dans lequel la production, puisque c'est des structures en fait, qui ont une production de biens et de services, ne se fait pas, ne se fait jamais au détriment du bien-être des personnes. Et là, quels que soient les ESAT qu'on a pu en fait, étudier, il y a toujours ce même principe majeur et fondamental. Typiquement, si je prends l'exemple de l'ESAT L'Envol et de l'ESAT Plaisante, les temps de soutien psychologique, en fait, les temps d'accompagnement à la vie sociale sont intégrés dans le temps de travail des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très rare dans d'autres milieux. Peut-être que M. Gillet pourra préciser aussi un exemple. C'est celui en fait, d'un client qui était la Commission européenne, qui avait confié en fait, le repassage des draps ou des nappes de cérémonie et qui avait demandé en fait, des délais de production qui étaient un peu trop courts par rapport à la capacité en fait, des personnes qui étaient dans cet atelier-là. Et en fait, la négociation et l'échange ont permis en fait, d'augmenter les délais et c'est la Commission européenne qui a acheté en fait 2 jeux de draps ou 2 jeux de nappes pour permettre aux personnes en situation de handicap de prendre le temps de repasser à la main et de bien faire les choses. Alors ça, c'est le premier point et c'est directement en lien avec la notion de respecter la temporalité du sujet. Alors par rapport aux problématiques de santé, puisqu'il y a des personnes en fait, qui ont des santé, à un moment ça peut aller et d'autres moments beaucoup moins. Respecter aussi par rapport au projet de vie,
respecté par rapport aux notions de visite médicale qui peuvent être nécessaires pour certaines personnes, en tous les cas importantes. La notion aussi de sas et de période de répit. Certaines personnes ont besoin de se reposer, des fois sur des mi-temps, des fois sur des journées, des fois sur des semaines, des fois même sur des durées plus longues. Donc tout ça est pris en compte et est pris en charge. Le deuxième point qui était important, c'était une intégration équilibrée de cette double mission qui paraît presque contradictoire, en tous les cas pour moi qu'il était au début quand j'ai commencé à travailler sur les ESAT, une mission de production avec des objectifs, avec des délais, avec des indicateurs de qualité et une mission d'accompagnement. Et ce qui est le plus frappant, c'est que dans les 10 ESAT, cette double mission production et accompagnement, elle est vraiment intégrée à tous les niveaux. Et c'est pour ça que ça marche. Dès la direction, les professionnels d'accompagnement et y compris les personnes en situation de handicap. Et dernier point, ce qui est très frappant et ce qui a donné en fait le premier argument, et vous allez voir qui est repris dans le modèle qu'on appelle des organisations capacitantes, c'est de reconnaître que le travail a plusieurs finalités. Notamment, ça peut être une occupation pour certains, et notamment dans les premiers ESAT, c'était vraiment la focale fondamentale. Ça peut être aussi une occasion une finalité de production, et de production en fait qui peut être rentable, lucrative. C'est aussi une occasion de développer des compétences, c'est un support de développement des apprentissages et des apprentissages même d'un métier. C'est aussi des supports de développement de la socialisation. Ça peut être un support thérapeutique, je pense notamment aux personnes avec des handicaps psychiques. C'est aussi une façon de restaurer et d'accompagner la restauration de l'image de soi des personnes en situation de handicap. C'est enfin un vecteur d'inclusion sociale et professionnelle. Et je continuerai là aussi dans les finalités attribuées au travail en ESAT. C'est aussi des vecteurs de citoyenneté, d'émancipation, je pense notamment par rapport aux familles, et d'une émancipation par rapport à une assignation sociale de handicapés. Et enfin, et je l'avais presque oublié dans les documents que j'avais commencé à élaborer, c'est les personnes de mon copie qui m'ont dit, mais il y a aussi une finalité économique de réaliser un chiffre d'affaires. Mais en tous les cas, elle n'arrive pas en premier, celle-là. Elle arrive avec et à côté, voire en dernier. Troisième élément, alors je vais zoomer un peu plus longuement sur les organisations capacitantes et je vais revenir sur 3 points. D'abord, les capabilités. Ce concept est intéressant pour dépasser les limites et notamment les limites d'une autre notion que moi je connaissais et notamment que j'avais travaillé dans les organisations qualifiantes ou qu'on utilise beaucoup dans les organisations apprenantes, que sont les compétences. Deuxièmement, je voudrais faire un zoom sur ce qu'on appelle un travail capacitant. Du coup, un travail capacitant, c'est comment? Et enfin, je voudrais revenir sur les principes, les 5 principes fondateurs et leur mise en œuvre d'une organisation capacitante. Donc, point numéro 1, OK. Alors, quand je me suis intéressée aux travaux de recherche sur les ESAT, je suis tombée en fait sur 2 articles intéressants de Barré et de Cré-Joubert. Le premier en 2012, le second en 2014. En fait, dans ces 2 articles-là, il y a des enquêtes qui avaient été faites, des études qui avaient été menées, et ces auteurs avaient identifié 3 modèles qu'on peut qualifier de modèles socioproductifs des ESAT. Un premier modèle historique qu'ils ont qualifié de modèle occupationnel. C'était vraiment au tout début des ESAT, quand il y avait énormément d'activités artisanales, très simples, et là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir donner du travail aux personnes en situation de handicap, de pouvoir les occuper. Un deuxième modèle est apparu un petit peu plus tard, mais sans effacer le premier. Donc, ce deuxième modèle, ils l'ont qualifié de productif. Et là, dans certains ESAT, c'est des activités qui ont été développées de sous-traitance industrielle, de tâches plutôt répétitives. Donc là aussi, certains ESAT aujourd'hui sont dans ce modèle-là. Et enfin, un dernier modèle, alors c'est moi qui l'ai qualifié de diversifié parce que c'était un peu compliqué de le nommer. En tous les cas, ce dernier modèle présente des activités industrielles, des activités de service, mais beaucoup plus complexes. Il présente par exemple des métiers de bouche, des métiers d'art, des métiers du spectacle, des métiers autour du développement durable. Et donc, il y a un panel important d'activités proposées. La plupart du temps, d'ailleurs, au-delà de 6 à 8 activités ou métiers différents sont proposés dans les ESAT qui ont ce modèle-là. Les auteurs de ces travaux avaient mis en évidence, et notamment Cré-Joubert en 2014, que ces 3 modèles étaient importants, intéressants, apparus successivement dans le temps et des fois se cumulaient, existaient toujours aujourd'hui, mais par contre qu'ils avaient 2 limites majeures, c'était la notion de droit et celle de choix des personnes en situation de handicap.
Et du coup, à partir de ce point-là, j'ai commencé, moi, à réfléchir et à échanger avec d'autres chercheurs. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, il va falloir réfléchir ensemble à un nouveau modèle d'organisation, un nouveau modèle socio-productif. Lors d'une présentation, là, je crois que c'était en 2018, dans un des réseaux de recherche, je présente les débuts de la réflexion et c'est des collègues qui me disent, mais effectivement, ça fait penser ton modèle là ou ton esquisse aux capacités de Amartya Sen. Petit zoom sur Amartya Sen. Donc, c'est un prix Nobel. Alors, il est indien. C'est un prix Nobel. Il a eu le prix Nobel, en 1998 pour ses travaux sur l'économie du bien-être. Et il est également connu pour avoir développé un indicateur, j'allais dire, concurrent du PIB ou du PNB, un produit intérieur brut ou produit national brut. Et lui, il a travaillé sur un indicateur de développement humain. Vous voyez, juste IDH. Alors, juste vraiment de façon très synthétique, les travaux d'Amartya Sen, en fait, portent sur les inégalités et sur les injustices. Et ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il met en avant que les inégalités et les injustices ne portent pas seulement sur des dotations en ressources qui peuvent être différentes d'un individu à un autre, voire d'une région à une autre, voire d'un pays à un autre, mais ces inégalités, ces injustices reposent sur la capacité qu'ont les individus ou les groupes à convertir ou non ces ressources en liberté réelle et donc ces ressources en capacité. Donc je vais résumer et je vais développer ce point-là. Amartya Sen met l'accent sur cette notion, il a créé cette notion de, alors capabilité en français, capabilities en anglais. Les capacités, en fait, pour Sen, c'est l'ensemble des modes de vie réellement accessibles, que ce soit la santé, l'éducation, le logement, le travail, ou la famille. Donc, vous voyez que ça se distingue des capacités, et je vais revenir là-dessus, si on peut passer sur la diapo suivante. OK. Alors, on va creuser cette notion de capacitant ou de capacité. Alors, je me suis appuyée aussi sur les travaux d'un chercheur français qui s'appelle Salé, et en 2009, lui, il a vraiment creusé la notion de travail capacitant, mais sans se préoccuper spécifiquement des travailleurs en situation de handicap. Pour lui, c'était tous salariés confondus. Donc, pour Robert Salé, en fait, un travail capacitant, c'est quoi? C'est premièrement un travail dans lequel on peut exercer une capacité de choix. Vous allez voir que les choix et les droits reviennent tout le temps. Choix, ça veut dire travailler soit un véritable choix et non pas une contrainte, non pas une obligation, non pas une assignation. Deuxièmement, capacité de se réaliser ou de réaliser un objet, un chef-d'œuvre, quelque chose. Et donc, si je traduis pour les personnes en situation de handicap, peut-être que cette capacité de se réaliser, c'est l'accès à des métiers, à des occupations, à des activités valorisées, voire l'accès au milieu ordinaire, mais pas forcément. Troisième caractéristique d'un travail capacitant, c'est la capacité d'épanouissement ou d'accomplissement. Donc, je vais illustrer en fait par des exemples. Et enfin, et ça c'était aussi important pour la notion de choix et de respect des droits, la capacité à faire entendre sa voix. Et donc, à partir de ces 4 critères, on a commencé à réfléchir au travers en fait des études de cas qu'on avait pu mener. Donc, si vous pouvez passer. OK. Donc, là, j'ai fait quelques illustrations de un travail capacitant, qu'est-ce que ça peut être? Donc, j'ai pris l'exemple de l'ESAT L'Envol, qui a été créé en 93, qui a créé en 93 une section d'accueil spécialisée qui existe également dans d'autres établissements. En fait, cette section, elle peut accueillir à mi-temps, sur une période déterminée, 16 travailleurs handicapés, porteurs de déficiences intellectuelles ou de handicap psychique stabilisé, de 18 à 60 ans. En fait, cette section-là permet soit à des personnes en fait, qui découvrent et qui veulent travailler en ESAT, ça leur permet de découvrir peu à peu, de s'habituer peu à peu à des rythmes, à des organisations, à des modes de fonctionnement. Et ça permet également à des personnes peut-être un peu plus âgées, mais qui à un moment de leur vie, à un moment de leur existence, sont plus fatiguées ou ont des problématiques de fatigabilité, voire en fait de problèmes de santé, là aussi de pouvoir avoir un temps pour se poser, voire pour préparer également leur retraite. Donc, autrement dit, la mise en place de cette section d'accueil spécialisée permet une entrée différenciée et un départ en retraite, là aussi différencié, en fonction du rythme, des besoins et des envies et des choix des personnes.
Alors, plus classique, hein, les athlètes en vol a mis en place des systèmes de stage dans différents ateliers. Et là, vraiment, le choix d'aller d'un stage à un autre, d'un ESAT à un autre, d'une activité à une autre, est clairement affiché et surtout est clairement mis en œuvre. Et enfin, il y a aussi différentes modalités de travail. Et donc, une des particularités de l'ESAT en vol, c'est d'avoir un partenariat avec la Sodexo, c'est-à-dire des salariés de la Sodexo qui travaillent dans les murs de l'ESAT en vol dans le restaurant collectif et qui en fait forment ainsi au métier en fait de la restauration, à la fois la fabrication des repas mais aussi le service en salle, donc les personnes en situation de handicap. Bon, il y a tout un tas d'exemples. Hein. Les athlètes en vol a aussi, mais comme beaucoup d'autres ESAT qu'on a pu rencontrer, hein, des activités qui permettent de se réaliser individuellement et collectivement, des activités en fait de soutien, des activités éducatives, des activités de prévention, des activités de formation, y compris à la citoyenneté, y compris à la parentalité. Et enfin, ce qui était aussi intéressant, c'est que dans les athlètes en vol, ils ont au-delà des outils imposés par la loi 2002, et je pense notamment au CVS, mis en place tout un tas de temps d'échange. On parlerait d'espaces de discussion sur le travail pour permettre aussi aux personnes en situation de handicap, aux travailleurs handicapés et à leurs représentants d'exprimer des vœux, des choix, des envies, des questions. Alors, si on peut passer à la suivante. OK. Alors, troisième élément de résultat, le zoom maintenant sur des organisations capacitantes. Alors, très concrètement, ce modèle, en fait, a été développé par différents auteurs et moi, je me suis beaucoup appuyée sur ce qu'on appelle un idéal type, c'est-à-dire un modèle, non pas un idéal à suivre, mais un modèle qui permet de présenter une forme et de reconnaître cette forme parmi d'autres et notamment de voir les distinctions qu'il peut y avoir entre une organisation capacitante et par exemple d'autres formes d'organisation comme apprenante, formante, qualifiante, voire un peu plus loin, taylorienne et fordienne. Alors, je reviens toujours sur l'idée, les capacités sont l'ensemble des modes de vie réellement accessibles. Alors, typiquement mobilité, autonomie dans le travail, la santé, tous ces éléments-là. Alors, s'agissant maintenant plus précisément des organisations capacitantes, il y a 5 principes qui sont des principes d'organisation et des principes fondateurs qui peuvent se décliner de manière très différente suivant les ESAT ou suivant même les organisations. Premier principe très important, c'est le pluralisme, c'est-à-dire que dans la structure étudiée, dans les ESAT étudiés, il y a une reconnaissance, majeure, ferme et inconditionnelle de la diversité des finalités du travail. Deuxièmement, il y a une participation des personnes en situation de handicap aux décisions qui les concernent à différents niveaux. Enfin, il y a le développement en fait, des personnes accueillies au-delà d'un développement professionnel, mais allant même jusqu'à l'émancipation sociale, l'inclusion sociale et la citoyenneté. Il y a également un souci tout particulier et un principe d'organisation autour de la justice dans l'égal accès aux ressources, que ce soit toujours pareil, santé, mobilité, formation, hein, puisque ça c'est aussi un enjeu important. Et enfin, un dernier principe qui est celui de la responsabilité, mais porté par toute l'organisation dans l'accès aux droits et le respect des choix des personnes en situation de handicap, et là donc des travailleurs handicapés. Alors j'ai prévu quelques zooms, si on a un peu de temps, je les développe, sinon on passe, dites-moi. Non, on vous en prie. Ça marche. Alors la diapo suivante, s'il vous plaît. OK. Donc, un petit zoom sur le pluralisme. Donc, typiquement, reconnaître les diversités des finalités du travail. Typiquement, un travail émancipateur, un travail support d'une construction identitaire. Et ça a été très, très frappant quand on a pu enregistrer et puis recueillir la parole des personnes en situation de handicap. Un travail rémunérateur. Certains aussi nous l'ont dit. C'est important parce que je gagne ma vie, je ne suis pas assistée. Distinct aussi de la notion d'assistance, hein, ils le revendiquent, enfin les personnes en situation de handicap revendiquent ce travail et cette rémunération. Un travail peut être simple, répétitif, mais pas subi comme un travail répétitif, mais structurant et protecteur de la santé mentale pour certaines personnes qui ont besoin d'un cadre. J'avais été par exemple moins frappée dans la sous-traitance industrielle, notamment je crois que c'était pour des grands de la distribution de type Leroy Merlin, qu'une des tâches qui était confiée aux personnes en situation de handicap qui travaillaient dans les ESAT, c'était de mettre par exemple 10 boulons ou 10 vis dans le sachet numéro 1, 10 vis dans le sachet numéro 2, ou pareil pour les boîtes de chocolat.
Et en écoutant à la fois les personnes, mais également les moniteurs et puis les équipes de direction de ces structures, pour certaines personnes, en fait, rien que d'arriver à se stabiliser devant une activité, de pouvoir faire, de pouvoir manipuler et d'arriver à une réalisation qui soit valorisée, c'était important et c'était structurant. Voilà, encore un travail production, un travail créatif. Je ferai un zoom si on a un peu le temps sur l'ESAT de La Bourguette, qui accueille des personnes avec des troubles autistiques de léger à important, et qui a développé en fait un atelier de céramique d'art et de forgeronnerie d'art. Donc c'est un peu particulier. Et d'une manière générale, c'est une question que je posais systématiquement, est-ce que pour vous, vous considérez ce que vous faites comme un vrai travail? Ben oui, ils disent oui, c'est ça, c'est un vrai boulot. Voilà. Et peut-être dernier point pour comprendre ce que ça veut dire le pluralisme, ça veut dire aussi très concrètement, pour certains ESAT, et beaucoup d'ailleurs parmi ceux qu'on a rencontrés, maintenir des activités simples qui restent accessibles à des personnes qui ont des problématiques lourdes, et si les activités étaient trop complexes, ne pourraient pas du coup travailler en ESAT. Maintenir aussi des activités pour pas forcément rentables, mais en tous les cas voilà, qui permettent de donner du travail, et un travail qui est un sens pour les différentes personnes accompagnées. Deuxième principe, la participation. Donc là aussi c'est pareil, que les personnes en situation de handicap, au-delà du projet personnalisé, puissent donner leur avis sur les décisions qui les concernent, que ce soit les activités, les ateliers, les plannings ou toute autre chose. Alors, petit zoom là aussi sur les athlètes en vol. Les travailleurs handicapés ont une formation spécifique qui leur permet de comprendre notamment leur rôle pour exprimer leur point de vue lors des CVS, puisque là aussi, arriver à s'émanciper des préférences conditionnées ou de ce qui existe déjà, là aussi, il y a besoin d'une formation et d'un étayage. Donc, si on passe sur le zoom suivant, merci. Alors, le principe de développement, l'idée, c'est de permettre aux personnes de se développer au-delà du côté professionnel, mais de tout le reste, le côté personnel, inclusion sociale, parentalité, citoyenneté. Et donc, dans la plupart des ESAT qu'on a pu rencontrer, il y a tout un tas de formations, j'allais dire connexes, j'allais dire annexes, mais c'est plutôt connexes, c'est-à-dire qui permettent en fait de se réaliser, d'apprendre. J'ai en exemple encore le cas d'un atelier boxe pour des personnes avec des troubles autistiques, arriver à regarder la personne qui est en face, parce que pour la boxe on est un petit peu obligé, c'est quelque chose en fait qui a permis de rentrer en contact plus facilement, non seulement avec les autres personnes avec qui les travailleurs handicapés travaillaient, mais également à l'extérieur de l'ESAT. Donc tout un tas j'ai vu un atelier esthétique, là plus à vocation destiné pour les personnes avec des handicaps psychiques qui avaient des problématiques en fait d'hygiène personnelle, donc ça pouvait aussi les aider. En fait, tout était prévu pour aider, pour accompagner, pour faciliter ce développement au-delà du développement professionnel. Quatrième principe, la justice. Donc là, la focale, c'est sur l'égal accès aux ressources et aux capacités d'agir. Alors, souvent, on a traduit empowerment, le terme anglais, par pouvoir d'agir. Et ça, c'est vraiment, là aussi, un des principes clés des organisations capacitantes. Et j'allais dire capacité d'agir, y compris pour les personnes avec des handicaps mentaux de modéré à lourd. Donc là, l'idée, c'est que, par exemple, pour les athlètes en vol, je fais vraiment le zoom là-dessus parce que chacun des ESAT avait des spécificités, mais en tous les cas, là, on continue à travailler avec les athlètes en vol. Donc, malgré les crises économiques, l'association Delos APUI 78 a maintenu un secteur de sous-traitance industrielle fort, pouvant accueillir jusqu'à 110 travailleurs, dont les métiers et compétences s'adaptent au plus grand nombre en fait, des personnes qui y sont accompagnées. Donc ça, c'était important. Donc il y a des choix vraiment qui sont cohérents de la direction générale à la direction du site et aux professionnels et aux personnes accompagnées. Dernier point, dernier principe, le principe de responsabilité, qui est voilà, encore une illustration de ce que je viens d'évoquer, donc de toute l'entreprise dans le respect des droits et des choix des personnes en situation de handicap. Donc là, ça veut dire clairement que toutes les personnes qui sont dans ces ESAT ont été sensibilisées à cette question des droits des personnes en situation de handicap et des choix.
Et du coup, vous allez voir que peut-être que ça interroge des modes d'organisation, ça interroge peut-être des pratiques, ça interroge même au-delà les politiques publiques. C'est ce qu'on verra en discussion. Donc, point suivant. OK. Alors, je ne sais pas, si ça vous va, je termine, puisque là, la technique, c'est un peu compliqué, et après, ça sera un espace pour les échanges. Hein. Oui, voilà, ce que je propose, c'est encore 5 minutes peut-être de présentation, puis on passera en questions. Super. Alors du coup, conclusion de discussion, hein, c'est plutôt en termes de discussion. Là, je voulais zoomer sur les apports des recherches partenariales, et donc de cette recherche en particulier. Si vous pouvez passer. Alors pareil, hein, en trois focales, un nouveau modèle, les organisations capacitantes pour penser les organisations, mais peut-être aussi pour penser l'action, avec du coup des pistes d'action et des questions aussi qui se posent. Et je voudrais aussi zoomer sur cette question de l'exemplarité et pour sortir de l'invisibilité, l'exemplarité des ESAT pépites. Donc point numéro 1, un nouveau modèle. OK. Alors, juste pour vous dire comment on fonctionne en recherche, on fonctionne par un système d'intuition, de connaissance, on fait une revue de la littérature, mais du coup, là, cette intuition qui avait été, en fait, en échangeant avec les collègues d'autres universités, en fait, elle s'est révélée porteuse de sens, en faisant notamment vraiment le zoom sur les droits réels. J'insiste là-dessus parce que les droits réels, en fait, se distinguent des droits formels. On a tous des droits formels, mais on n'est pas tous en capacité de les exercer. Je pense notamment dans le champ du handicap sur ce qu'on appelle je crois que c'est le terme exact, c'est le non-recours. On a droit à tout un tas de choses, mais en fait, pour plein de raisons, on n'y a pas recours. Et donc, vraiment, les organisations capacitantes mettent l'accent sur les droits réels. Et deuxièmement, en termes de choix, là aussi, en théorie, des fois, il y a beaucoup de choix. Mais les organisations capacitantes mettent l'accent sur les choix effectif. Vous verrez qu'il y a une notion, Amartya Sen, il parle d'accomplissement. Alors du coup, cette intuition et cette approche par les capacités du prix Nobel Amartya Sen, en fait, elle questionne tout un tas de choses. Si je pars du macro, elle questionne les politiques publiques, et une des conclusions de notre rapport, c'était d'avoir mis en évidence le concept d'inclusion raisonnée développé par des collègues de Grenoble qui avaient aussi mené une étude sur des ESAT. Et alors cette inclusion raisonnée, ça veut dire une inclusion progressive, avec des allers-retours possibles, avec des marches, pas à pas, s'oppose en fait au concept ou à la volonté, au principe d'inclusion forcée, à marche forcée, que prônaient en fait les politiques publiques en 2017. Deuxièmement, l'organisation capacitante, elle questionne aussi les principes d'organisation, les 5 qu'on a vus. Elle questionne aussi les pratiques des professionnels. Elle questionne aussi le rôle des familles dans la formation des préférences des personnes en situation de handicap. Bref, elle questionne un peu tous les ESAT et l'écosystème autour des ESAT. Deuxième point peut-être. Alors, du coup, l'approche par les capacités, si je développe un petit peu plus, ça permet de passer en fait de ce qu'on appelle les « je sais faire », des compétences. Typiquement, c'est ce qu'on essaie de développer dans les organisations qualifiantes ou apprenantes. Je sais faire, ok, mais les capacités, c'est l'ensemble des modes de vie réellement accessibles. Donc, je suis en mesure de faire. Et aller même jusqu'aux accomplissements, c'est « je fais effectivement ». Je voudrais juste là aussi donner une illustration. À l'ESAT L'Envol, il y a des formations qui ont été proposées à des personnes en situation de handicap qui habitaient à distance en fait de l'ESAT pour leur permettre de conduire des camionnettes. J'oublie toujours le terme exact. J'avais mis sans permis, mais si, il y a un permis, mais un permis comme le permis en fait qui permet de conduire des mobylettes, qui est moins complexe que le permis classique pour les automobiles. Et du coup, les personnes non seulement peuvent maintenant se rendre de chez elles à l'ESAT de façon autonome, mais peuvent également faire les livraisons dans les différents points de clientèle. Donc, penser les ESAT à partir d'une approche par les capacités, ça fait en fait vraiment, ça conduit, si vous voulez, à s'interroger véritablement sur la liberté et les choix, les droits et les choix. Alors, Amartya Sen distingue 2 niveaux de liberté ou 2 processus, ce qu'il appelle la liberté opportunité. Et donc, concrètement, on peut décliner ça dans les ESAT au travers du nombre, de la qualité des opportunités à disposition des personnes, réellement.
Et deuxièmement, la liberté processus, là, ça renvoie à nouveau sur la possibilité de participer au processus décisionnel qui concerne les personnes. Et donc, réfléchir en termes de droit et de choix, ben, ça questionne tout un tas de choses qui ne dépendent pas que des établissements, mais qui dépendent là aussi des politiques publiques, voire même au-delà. Okay. Donc, ce qu'on a pu nous repérer et ce qu'on est en train de creuser maintenant dans la saison numéro 2, donc là, peut-être rendez-vous l'année prochaine, c'est des pistes pour l'action, comment développer ses capacités, se centrer d'abord sur les droits réels et les choix réels. Ok, ça on l'a dit, mais ça c'est en termes de principe. Maintenant, comment aller plus loin? Ben, travailler sur peut-être une notion que vous connaissez déjà, qu'on appelle l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Et donc, ça a été notamment développé par un auteur québécois qui s'appelle Martin Cahouette, là, que moi j'ai pu rencontrer en avril dernier et qui fait pas mal de formations autour de cette notion-là. Et ça veut dire aussi, pour nous chercheurs et avec les praticiens qui travaillent avec nous, nos co-chercheurs, d'identifier ce que Amartya Sen appelle des facteurs de conversion, à la fois au niveau individuel, donc des personnes, au niveau organisationnel, donc de l'organisation du travail, de l'organisation de l'accompagnement, et au niveau de l'environnement, avec les autres ESAT, avec les entreprises du milieu protégé, les entreprises du milieu ordinaire, et pour permettre en fait des réalisations et des accomplissements. Donc ça, c'est notre focale en fait de la saison 2. Et peut-être dernier point. Donc moi, je voulais zoomer parce que ça, pour moi, c'est un enjeu fort et pas que pour moi, d'ailleurs, pour tous les chercheurs de la chaire ESS de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. C'est que, en fait, dès qu'on s'intéresse aux ESAT, on s'aperçoit en fait que, il y a vraiment un objectif de faire changer le regard et de faire sortir de l'invisibilité ces ESAT, parce qu'il y a vraiment des choses extrêmement inspirantes et intéressantes qui y sont menées. Et donc, du coup, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, l'histoire du travail, c'est est-ce que l'exemplarité des ESAT ne résiderait pas dans leur capacité à proposer un travail autonome au sens de Gors, ça veut dire un travail choisi, épanouissant, dégagé des contingences économiques et marchandes et permettant d'accéder à une vie meilleure. Et c'est vraiment ça qu'on a eu, nous, l'occasion de voir. Et je crois qu'il y a un dernier slide avant de vous dire un grand merci. OK. Juste pour vous dire, moi c'est la première fois en fait que j'ai la chance de mener un travail et donc une recherche partenariale. Donc un zoom là aussi sur le financement. On a été financé en fait par les deux ESAT qui en font partie et par le cabinet de Laurent Carrier. L'université, moi, m'a mise à disposition et en gros ça a fait, alors ça devait être un tiers de mon temps, ça a été 3/4 de mon temps. Et en l'occurrence, moi je suis vraiment extrêmement ravie d'avoir pu présenter en fait ce travail. Donc d'abord aux 10 ESAT qui ont fait partie de l'enquête, de l'étude, mais aussi devant des réseaux professionnels. On a fait Centra Pro, l'APF, l'association Papillon Blanc qui est très implantée à Reims, la journée nationale des directeurs et des professionnels de structures de handicap, le CREAI aujourd'hui. J'ai également présenté avec les co-chercheurs devant des réseaux mixtes. Donc, il se trouve qu'il y a un réseau qui s'appelle H2I, c'est Handicap et Innovation Inclusive. C'est un réseau franco-québécois qui fonctionne par des webinaires. Le 2 juin, en fait, on va présenter avec Marie-Pierre Icam de l'ESAT L'Envol au centre au colloque Transition inclusive organisé par le Centre franco-québécois pour l'intégration et la participation sociale. Dans les réseaux de recherche, je vais passer rapidement, mais nous, on a des réseaux, en fait, on est organisé soit par réseau spécifique de l'ESS, comme le RIESS, le GES, le ressort Grand Est. On a aussi des réseaux, en fait, par discipline, et notamment qui se focalisent plutôt sur les entreprises classiques privées lucratives, en gros. Et donc, moi, j'étais particulièrement ravie d'avoir pu présenter devant ce cercle-là, donc à l'association de gestion des ressources humaines. On a fait également des présentations devant le grand public dans le cadre du cycle de conférences de la faculté, puisque j'appartiens à une faculté de sciences économiques, de sciences sociales et de gestion. Et dernier point, on a aussi écrit des documents qui sont accessibles, et j'allais dire, au grand public, et notamment sur HAL. HAL, c'est les archives ouvertes du CNRS. Et donc, il y a plein d'autres choses à venir. Donc là, je crois que je termine. Peut-être dernier. Alors, des références, on peut passer, on reviendra si vous voulez. Et je voulais juste vous dire un grand merci pour votre attention. Et j'ai mis mes références s'il y a besoin et il y a un intérêt à échanger par la suite.
Eh ben, c'est nous qui vous disons un grand merci, Madame Combejoret, pour cette présentation qui était très complète et puis très, très claire aussi. On se disait hors micro que, en fait, le premier des mérites, enfin le premier, alors c'est pas, c'est ordinal, hein, c'est pas, c'est pas qualitatif, mais en tout cas, un grand intérêt de votre travail, c'était de formaliser l'ensemble des plus-values que proposent les ESAT et que peut-être eux-mêmes, mais on soumettra cette question à François Gédet, que peut-être eux-mêmes, ils ont tendance à ne plus voir parce que ça fait partie de leur quotidien et dans un contexte que vous avez rappelé, mais que le président national d'Handicat, Didier Rambaud, a également rappelé en ouverture de ce webinaire, dans un contexte qui est particulièrement contraint, dans un contexte où la transformation, le plan de transformation génère non seulement des espoirs, mais des craintes aussi, ça a été évoqué en première séance. Eh ben, on pense que c'est particulièrement important de rappeler comment tout ce qui constitue des outils du quotidien pour les ESAT, un projet perso, un groupe de parole, un CVS, un accompagnement psy, sont autant de points bénéfiques pour le parcours de la personne et puis des points d'inclusion, de bien-être, avez-vous dit. Voilà. Alors, moi, j'ai finalement deux questions essentielles, on va dire en transversal. Il y en aurait peut-être d'autres plus techniques, mais les essentielles seraient les suivantes. La première, non, en fait, les deux font écho au caractère contraint qu'on vient d'évoquer, parce qu'il n'échappe à personne qu'en termes de contraintes, en ce moment, on est un peu dans le dur là. C'est vrai des ESAT, c'est vrai du secteur médico-social plus globalement, et c'est vrai du secteur social ou du prendre soin, si on élargit ça au champ de la santé. Bref, le contexte est à la fois hyper dynamique en termes de plan de transformation, mais extrêmement contraint en termes de moyens alloués. Ces moyens financiers n'augmentent pas, donc on demande de faire différemment avec autant, et puis dans les moyens immédiatement disponibles, c'est-à-dire alloués, eh bien les ressources humaines notamment peuvent faire cruellement défaut dans un contexte de défection, de déficit d'attractivité du secteur. Du coup, deux questions en entonnoir. Est-ce que l'ensemble des enjeux positifs que vous avez décrits au travers de ce concept d'organisation capacitante, d'approche par les capacités, peut réussir dans un contexte qui est aussi contraint qu'actuellement? Et puis, en écho, alors je ne sais pas lequel serait la poule et lequel serait l'œuf, mais est-ce que vous voyez une transférabilité des constats que vous avez posés pour les travailleurs en ESAT à leurs encadrants, moniteurs d'ateliers, éducateurs techniques spécialisés, et puis plus globalement l'ensemble des composantes des équipes pluridisciplinaires des ESAT, qui finalement pourraient, pourquoi pas légitimement prétendre à ce que cette approche par les capacités concerne l'ensemble des acteurs de l'ESAT et pas seulement les travailleurs accompagnés. J'espère ne pas avoir été trop confus dans ma question. Non, pas du tout. Du coup, c'est plus des pistes de réflexion à partager avec vous, hein. En fait, quand on s'intéresse au modèle d'organisation, on est obligé de penser aussi à ce qu'il y a autour. Mais en tous les cas, les principes d'une organisation capacitante, c'est-à-dire focalisés sur les droits et les choix, sont au final peu dépendants des moyens. Autrement dit, avec les ESAT avec qui on a pu travailler, ces 10 ESAT en fait avaient les mêmes contraintes que les autres, moratoire des places, budget limité, etc. Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que les ESAT en fait qui arrivent à maintenir ces deux objectifs à égalité, sans qu'il y en ait un, par exemple, typiquement, hein, si je vais jusqu'au bout de ma logique, hein, on a entendu, mais on n'a pas vu, hein, que certains ESAT, par exemple, sélectionnaient à l'entrée les personnes en situation de handicap les moins handicapées pour pouvoir en fait avoir un des flux de production équivalent à d'autres structures concurrentielles. Ouais, c'est effectivement des choses qu'on entend
Mais justement, on n'est pas allé voir ça, non. On est allé voir en fait les autres, celles qui avaient l'ensemble de contraintes, enfin, je vais dire classiques, hein, moratoire des places, des budgets limités. Mais en fait, ce qu'on a vu, et peut-être une des enfin, il y a plusieurs pistes, hein, mais en tous les cas, la plupart des principes qu'on a identifiés, ce n'est pas des principes qui coûtent. C'est plutôt en fait des principes qui sont liés avec comment dire, une dotation, voir comment, qu'est-ce qu'on met en premier, quelle est l'action qu'on donne, comment on arrive à s'organiser. Et par rapport en fait à l'histoire des ressources et de la contrainte, ce qu'on a vu aussi, c'est que la plupart des ESAT de type pépite, en fait, ont noué des partenariats. Ils ne sont pas seuls dans l'histoire. Soit ils sont adossés à des structures plus grandes, par exemple à des associations, et donc là, il y a par exemple un peu de mou, entre guillemets, hein, du grain à moudre, soit par exemple les Atlanvol, et c'est ça qu'on est en train de travailler, et dans un environnement aussi capacitant, c'est-à-dire a réussi à prendre le risque, par exemple, de nouer des partenariats avec des entreprises privées lucratives, pour en fait pas être dans cette tension, mais je pense que François Gillet pourra vous dire la même chose avec la Commission européenne. Au lieu d'avoir un donneur d'ordre qui vous pressurise, vous arrivez à faire un partenariat qui permet de respecter la totalité et l'entièreté des caractéristiques des personnes accompagnées. Et je crois qu'il y a vraiment, en fait, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a vraiment un niveau de compétence et de compréhension extrêmement élevé dans les 10 ESAT qu'on a pu voir. Alors peut-être qu'une des pistes, ça veut dire qu'effectivement, toutes les personnes qui sont dedans sont formées. Sont toutes formées, informées et vraiment associées. Et du coup, ça fait le lien avec votre deuxième question. Oui, tout peut être transférable aux personnes, hein, aux encadrants et aux équipes, voire même devrait l'être. Parce que sinon, ça risque de faire, en fait, comme on a pu, enfin, j'imagine, observer par ailleurs, si on met la focale et on prend soin des personnes accompagnées, mais on ne prend pas soin des équipes professionnelles, on les met juste en difficulté. Et là, typiquement, il y a un enjeu de formation fort, je crois, autour de l'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Et la plupart des réussites que j'ai vues, moi, c'est quand on forme en même temps, les professionnels et les personnes accompagnées. Et là, ça match. Et du coup, parce que si je fais une référence, j'avais travaillé aussi à un moment sur les EHPAD, hein, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sur la philosophie de l'humanitude, qui permet aux personnes âgées, en fait, il n'y a pas de fatalité à être grabataire, c'est vraiment une façon de prendre en charge et de prendre en soin spécifiques. Sauf que l'étude que j'avais pu mener montrait que, certes, il y avait des plus-values majeures, énormes et durables pour les personnes accompagnées, pour les personnes âgées, mais que du coup, ça se faisait au détriment de l'équipe soignante et de l'équipe de professionnels qui, eux, étaient explosés. Et donc là, du coup, mais ça veut dire, pour les directions, une difficulté à la complexité totale. Hein, ça veut dire arriver à faire les deux en même temps. Ok. Un grand merci à vous pour vos réponses. Et du coup, puisque vous avez quelque part fait transition vers l'intervention de François Gillet, on va désormais lui donner la parole. Donc, comme je disais tout à l'heure, François, vous êtes DG de l'association Marguerite Sinclair. Et puis, depuis plusieurs années, votre projet associatif pense les ESAT, et pas que d'ailleurs, les différentes composantes de votre asso comme une plateforme de services orientés vers l'insertion professionnelle. Notamment, vous avez créé un service d'accompagnement vers l'emploi et une unité de formation approfondie qui, sans être réservée exclusivement aux personnes en situation de handicap, leur sont accessibles. Du coup, l'idée, c'est que vous puissiez nous présenter cet ensemble de services et nous dire comment ça fait écho à ce que nous venons d'entendre, comment cet ensemble de ressources peut être activable au service de l'approche par les capacités, pour reprendre ce que nous a dit Mme Combe-Joret. Et on vous écoute. Merci à vous, merci à tout le monde et bonjour à tout le monde. Bonjour Mme Combe-Joret. Vos travaux nous ont éclairés sur un certain nombre de choses, aux côtés d'autres travaux. Je vais vous dire un peu, je vais me permettre de partager déjà ce que je vais vous présenter. Voilà, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Vous dire un peu d'où je parle et d'où je pars. Parce que c'est vrai que je ne me suis pas contenté de rester sur la question des ESAT. En tant que directeur général, alors des deux associations Sinclair que je vais très rapidement présenter, qui sont beaucoup en effet dans l'inclusion et l'inclusion par le travail,
ou par l'insertion professionnelle. Je me suis inscrit dans le contexte dans lequel on est. Madame Comjoré disait tout à l'heure, 2017, en effet, cette inclusion à tout va. Et comment on va appréhender ce virage inclusif et cette injonction d'inclusion également. On est parti aussi au niveau de l'association, des associations Sinclair, en se disant que les bouleversements auxquels on est confronté, eh bien, pour nous, c'est des circonstances favorables. Et c'est compliqué à aborder sous cette forme-là, mais ce sont des moyens de se saisir de nouvelles opportunités parce que dans tout changement, il y a des capacités à voir les choses un peu différemment à partir du moment où elles sont pensées, où elles sont acceptées et où elles sont structurées à tous les niveaux de l'organisation. Et le projet associatif en est les fondements. Et c'est vrai que les domaines de l'emploi, vers et dans le milieu ordinaire, dans le milieu protégé, de la formation, de l'apprentissage, vont s'inscrire dans ces mutations et c'est ce que je vais exploser là, sachant qu'on s'inscrit du coup dans les réformes qu'on a déjà pu travailler autour de l'apprentissage, autour de l'entreprise adaptée, autour de l'ESAT à venir et en effet dans la transformation de l'offre de services qui nous est demandée. Donc pour nous, et je vais d'abord présenter les associations très rapidement, mais vraiment très rapidement, puisque ces deux associations, vous avez une entreprise adaptée, donc tout le monde, je pense autour de moi qu'on est l'entreprise adaptée, qui accompagne à l'heure actuelle, qui salarie à l'heure actuelle, 200 salariés, dont 75% ont une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Nous avons un pôle éducation, habitat, soins, IM-Pro, CESAD, maintenant CESAD Pro, qui se transforme en DIME. Et donc, il s'agit bien de penser la modularité des parcours pour les plus jeunes. Nous avons un pôle socialisation, habitat, travail protégé avec un foyer pour travailleurs handicapés, un SAVS, un travail autour de la parentalité et nous accompagnons la parentalité des parents en situation de handicap. L'enfant ne l'est pas forcément. Un ESAT, je vais rapidement revenir dessus, et en effet un pôle professionnel apprentissage avec un service d'accompagnement vers l'emploi qui a un certain nombre de marchés. J'emploie le terme à bon escient puisque on est sur des contrats qui vont d'1 an à 4 ans maximum, et où on va travailler l'accompagnement vers l'emploi en milieu ordinaire de personnes souffrant de troubles psychiques à travers des prestations d'appui spécifiques, de personnes avec autisme à travers les dispositifs emploi accompagnés. Nous avons aussi une préparation à l'apprentissage qui a ouvert ses portes au 1er mars de cette année. Et puis, nous avons l'UFA, l'unité de formation par l'alternance, qui a une délégation du CFA académique qui va préparer un public mixte en situation de handicap et sans handicap vers des CAP. Donc, à cet endroit-là, on a pensé, je vais revenir un peu en arrière, on a réfléchi en fait à la question de l'inclusion par le travail et de l'inclusion tout court, puisque c'est ce qu'on nous appelle à penser. Et vous allez reconnaître des propos que Mme Comjoré a utilisés tout à l'heure, parce que les travaux, la visite auquel on a eu le droit et qui a été quand même un déclencheur aussi, à côté d'autres choses, de nos réflexions, nous a amené à penser comment elle doit être cette inclusion. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure inclusion raisonnée, progressive, protéiforme, et une inclusion qu'on va penser par paliers successifs qui vont prendre corps, bien entendu, autour du projet de la personne, autour de ses attentes, autour de ce qu'elle veut devenir. On va penser du milieu travail protégé vers le milieu adapté, vers le milieu ordinaire, et inversement. Si un répit s'impose à un moment ou à un autre du parcours. Et là, on va être beaucoup autour du dispositif emploi accompagné qui prône cette approche-là, avec un droit à aller-retour, avec un accompagnement tout au long de la vie professionnelle. Il s'agit bien d'une inclusion qui s'inscrit dans un mouvement alternatif et à la fois continu, que ce soit en interne ou que ce soit avec l'externe. Et la question du partenariat dont vous parliez tout à l'heure, Alain Comjoré, est absolument essentielle, que ce soit dans le médico-social, dans le milieu adapté, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et donc, cette inclusion, on est bien entendu autour de l'accès aux droits communs des personnes en situation de handicap,
Et on parle, nous, souvent de projets réalistes et réalisables pour pouvoir favoriser le travail des personnes en situation de handicap. Donc, à partir de là, on va penser des parcours, hein, et des parcours qui vont être dans ce que je disais tout à l'heure, raisonnés, progressifs, protéiformes, à travers, là, j'ai parlé de la prépa apprentissage, du CESAD Pro, du CESAD, de l'IM Pro. Il ne s'agit pas de partir de ces cases-là, mais à l'heure actuelle, les modalités d'orientation par la MDPH nous imposent ce type de cases-là. Donc, bon, il s'agit d'en tenir compte, mais on va, dans notre transformation de l'offre de service, pouvoir faire bénéficier le jeune, quelle que soit l'entrée dans laquelle il est, eh bien, je veux dire, de l'accompagnement que les uns et les autres peuvent penser et peuvent proposer à travers l'IM Pro. Ça va nous demander de penser à la modularité des parcours, à leur coordination entre l'ensemble des protagonistes, hein, et des acteurs pour pouvoir, à partir de l'évaluation, l'élaboration du projet, son expérimentation, toujours en pensant à l'accompagnement du jeune et de l'entreprise et de son environnement, du suivi et de l'accompagnement, bien entendu, des freins périphériques pour pouvoir aller vers l'apprentissage, le milieu ordinaire ou le milieu protégé, sans s'interdire d'aller vers le milieu protégé, sachant qu'on va viser le milieu ordinaire avec l'appui des prestations médico-sociales et qu'il va falloir travailler aussi bien avec la personne que sur son environnement, et que l'entreprise va faire partie de l'environnement. Donc là, je me suis basé un tout petit peu sur le CESAD Pro, mais on part bien de la notification. Si vous voulez, il faut enlever CESAD Pro parce que c'est tout le projet personnalisé avec les volets pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques qui vont permettre de travailler la co-construction avec le jeune et les parents de son projet orienté vers l'emploi et la formation, puisque c'est ce dont on parle dans ce cadre-là, avec du job coaching, avec un travail qui va penser à la compensation du handicap, une médiation automatique entre le jeune, l'entreprise et son environnement, et ça avec un parcours qui va être modulable et guidé par un référent unique. On est bien aussi dans le cadre de la transformation de l'offre de service qui va permettre la coordination du parcours de la personne. On a mis implication et adhésion du jeune et de ses parents sont recherchés et encouragés. Et là, on est sur le développement du pouvoir d'agir. Alors, on en parle beaucoup. Et il a fallu pour nous poser dans l'ensemble des équipes, puisque moi, je pars bien de cette vision globale, hein, et de la culture associative, poser ce qu'était le développement du pouvoir d'agir. Et de le poser aussi avec les personnes accompagnées, avec les parents, avec un certain nombre de professionnels qui interviennent dans nos associations. Et on n'a pas encore totalement finalisé cette approche, mais c'est quoi le développement du pouvoir d'agir pour les uns, pour les autres, et quelle définition on veut avoir en commun, hein. On va être bien entendu sur quelque chose de la décision, hein, et de la capacité des personnes à décider pour elles-mêmes. L'ESAT. Notre ESAT, à l'heure actuelle, c'est un ESAT qui a 4 secteurs. Un secteur restauration, Madame Comjoret en parlait tout à l'heure, quelque chose qui est très inclus dans l'environnement, puisque c'est un restaurant ordinaire. On se refuse à l'heure actuelle, nous, de parler de restaurant inclusif, parce qu'on l'entend beaucoup. Hein, c'est un restaurant, point barre, qui va offrir des prestations à l'environnement, à tout le client qui a envie de venir chez nous. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'être très, très bien placé et d'être au cœur de la cité. Et ça aide beaucoup pour que les personnes, à travers le restaurant, eh bien, vivent leur inclusion, puisque c'est ce qu'elles nous disent. En fait, hein, pourquoi, et ça, c'est le désavantage par rapport aux injonctions qui nous sont données, pourquoi aller ailleurs, puisque je suis là au cœur de la société, et c'est ce qu'on veut défendre aussi à travers ce qu'on fait. Nous avons une blanchisserie. Vous évoquiez, Madame Comjoret, l'histoire tout à l'heure du Parlement. En effet, il nous arrive assez fréquemment avec des clients de leur dire qu'on n'est pas en capacité de répondre à leurs attentes s'ils nous imposent un certain nombre de délais. Et donc, on va négocier avec elles les délais et les conditions dans lesquelles on va pouvoir aller.
Ça nécessite par contre de l'autre côté que la prestation qu'on va donner soit de très grande qualité pour que on soit dans un dispositif gagnant-gagnant. C'est la même chose d'ailleurs au niveau du restaurant, puisque les gens vont venir au restaurant la première fois parce que c'est un ESAT, la deuxième fois peut-être, la troisième fois s'ils sont mal servis, s'ils ne sont pas accueillis et s'ils mangent mal, ils ne reviendront pas. Le troisième, c'est de la sous-traitance avec un atelier bois en quatrième à côté. Cette sous-traitance, on y tient parce que c'est celle qui va nous permettre en effet d'avoir une modularité aussi des parcours pour les personnes vieillissantes, pour les personnes souffrant de troubles psychiques. À l'heure actuelle, notre agrément est de 60 places. Nous accueillons 67 personnes, ce qui veut dire qu'on en a une bonne quinzaine qui sont à temps partiel. Et ce temps partiel, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encore développer, que ce soit dans les ESAT ou dans d'autres secteurs. Je parle de l'entreprise adaptée. Pourquoi? Parce que nous allons penser l'inclusion à partir de l'ESAT, de l'entreprise adaptée, de l'accompagnement que le SAVE peut faire ou des prestations qu'on peut avoir à travers la préparation apprentissage et l'apprentissage. L'entreprise adaptée intervient sur 3 secteurs, le secteur propreté, le secteur espace vert, et nous avons une grosse prestation de services. Et notre objectif de l'entreprise adaptée, et c'est vrai qu'on a cette chance, mais on la développe, c'est de pouvoir penser à de nouvelles activités, bien sûr dans le secteur lucratif, qui vont permettre de répondre aux attentes et d'exploiter, excusez-moi le terme exploiter, de mettre en valeur, on va dire ça plutôt comme ça, les capacités des personnes que nous accompagnons à travers l'ESAT ou que nous accompagnons à travers le SAVE. Et donc, on est en train de travailler à penser à développer des secteurs d'activité pour travailler les conditions d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, à travers l'entreprise adaptée, nous avons déjà travaillé toute la réforme à travers les CDD tremplins, à travers le ATT, l'entreprise adaptée de travail temporaire. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose d'assez proactif dans la prise en compte des réformes telles qu'elles sont attendues. Par contre, il ne s'agit pas d'acheter ces réformes, il s'agit de les faire nôtres, de nous créer des marges de manœuvre pour pouvoir répondre aux attentes, aux besoins des personnes, développer leur pouvoir d'agir et travailler vers le milieu ordinaire. On va penser automatiquement, dans le cadre de la réforme de l'ESAT, à quelque chose entre ESAT et entreprise adaptée. C'est véritablement à cet endroit-là qu'on est en train d'appréhender la question des réformes et de penser avec le SAVE, avec l'apprentissage, vers quelle inclusion, quelle nouvelle modalité de parcours et d'accompagnement on peut proposer aux personnes. Donc ça, je vais très rapidement passer, puisque ça vous le connaissez, mais il faut, selon nous en tout cas, l'avoir en tête, avoir les schémas en tête pour pouvoir savoir justement quelles sont les marges de manœuvre possibles, comment on va pouvoir les travailler, comment on va pouvoir aussi accompagner les ouvriers, puisque à l'ESAT, on les appelle, ils ont choisi de s'appeler les ouvriers, accompagner les ouvriers, ça leur a déjà été présenté, avec un certain nombre qui nous disent aussi leurs craintes, mais il faut aussi les accompagner vers cet ESAT de demain. Et on va beaucoup utiliser le dispositif, comme la plupart des personnes qui sont présentes, de la reconnaissance des acquis de l'expérience, qui est un dispositif qui est vraiment très intéressant puisqu'il va vraiment valoriser le parcours des personnes. Et je pense qu'il faut aller au-delà de cette reconnaissance, c'est-à-dire l'utiliser comme un tremplin qui soit aussi reconnu par les employeurs et par l'ensemble des partenaires dans lesquels nous sommes. Je parlais tout à l'heure de l'EATT. L'EATT, on a eu la chance de le créer avec l'API Papillon Blanc d'Alsace et de le créer avec une société coopérative qui s'appelle À l'emploi, qui regroupe des GEC et qui regroupe un certain nombre d'entreprises, 150 à peu près. Et ça nous permet aussi de travailler sur leurs attentes, que ce soit en termes d'employabilité, mais aussi en termes d'accompagnement. L'entreprise adaptée va être ce tremplin qui est demandé, mais qui va permettre à des personnes en situation de handicap accueillies à l'ESAT d'expérimenter le travail dans le milieu ordinaire, voire vers le milieu ordinaire. On a un certain nombre
personnes en situation de handicap à l'ESAT qui craignent d'aller vers le milieu ordinaire, mais il faut leur proposer véritablement des expérimentations avec cet aller-retour sans cesse, et on va systématiquement être dans ce double accompagnement professionnel, médico-social, tel que je l'ai mis là. Automatiquement, ça nous amène à avoir un accompagnement et à travailler avec le service public de l'emploi, que ce soit Cap Emploi, Pôle Emploi. Et donc, cet accompagnement et cette pensée avec eux est absolument nécessaire pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse éventuellement, pour les personnes, alors pour l'instant, dans le cadre de la réforme de l'ESAT, on ne sait pas si on va pouvoir mobiliser les passes, mobiliser d'autres dispositifs tels que les PAC, tels qu'Inclus Pro. Nous l'espérons. A priori, je pense que ce sera possible puisque les personnes de l'ESAT pourront s'inscrire à Pôle emploi. Donc, l'emploi accompagné pour nous est un dispositif qui est très, là aussi, qui nous a permis beaucoup de progresser dans l'accompagnement qu'on peut faire des personnes, à travers la méthodologie qu'on a développée, mais à travers aussi cette nécessité de penser à l'aller et retour et l'accompagnement tout au long de la vie. Et ça, c'est bien la difficulté dans laquelle on est dans nos structures, c'est de pouvoir, vous parliez des moyens tout à l'heure, Thibaut, c'est de pouvoir mobiliser les moyens, alors pas que les moyens de l'ESAT. Moi, je suis le directeur général et donc je vais penser aux moyens de l'association pour pouvoir justement accompagner ces personnes, quel que soit le type de dispositif dans lequel on est, en interne, mais aussi bien entendu en externe, parce qu'on n'a pas absolument pas tout à notre main. Bon, l'emploi accompagné, on s'est constitué en plateforme emploi accompagné avec 3 autres associations. Le CRM, qui était porteur aussi du dispositif comme nous, on était porteur initial, avec Santé mentale Alsace et le fil de la vie. Pourquoi je le cite là? Parce que ces plateformes, je ne sais pas quelle place elles vont exactement prendre dans le territoire et dans tout ce qui est en train de se passer, y compris autour de la réforme des ESAT, mais elles sont citées comme étant une des nouvelles modalités de travail entre associations, mais aussi avec les employeurs et en coopération avec d'autres secteurs. Et je pense que c'est extrêmement important, puisque là, nous, on arrive véritablement à travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions pour les personnes, sachant qu'on est toujours à travailler en subsidiarité du droit commun, et c'est bien ça l'emploi accompagné, et il s'agit bien de penser ces parcours de manière globale. Et dans ce cadre-là, nous avons des commissions spécialisées à la FDPH, et on a cette chance-là dans le Haut-Rhin, de pouvoir discuter des parcours entre professionnels, avec les personnes elles-mêmes lorsque c'est nécessaire, lorsqu'elles le demandent, et de travailler au regard de leurs besoins, au regard de leurs attentes, dans des constructions de parcours qui leur permettent de trouver leur place, que ce soit dans le secteur protégé, dans le secteur adapté ou dans le secteur ordinaire. Donc pour nous, l'inclusion, puisque c'est ce qu'on nous demande, elle part des personnes, de la personne, de ses attentes, de ses besoins. En effet, elle convoque les professionnels. Quand vous parliez de transférabilité, c'est ensemble qu'on peut y arriver, et on a la chance, nous, de parrainer aussi des GEM depuis 15 ans et de travailler beaucoup à la pérédance et au développement du pouvoir d'agir, et on voit comment ça nous a nourris pour pouvoir travailler notre transformation de l'offre de services, et donc de pouvoir travailler sur une culture globale qui parte du CA et qui associe l'ensemble des composants de l'association, y compris bien entendu les personnes elles-mêmes. Et du coup, elles obligent les institutions aussi à travailler en interne à cet endroit-là, mais aussi avec les partenariats. On est en train d'essayer de repenser véritablement comment on travaille ensemble, comment on coopère sur les territoires. Ce qui est compliqué, puisque, je veux dire, d'un côté, on est en concurrence sur des appels à projets, et de l'autre, cette transformation de l'offre de services nous invite, voire même nous oblige à travailler en coopération. Voilà,
J'ai essayé d'être assez rapide. Et vous l'avez été, ce qui n'a pas du tout nui à la clarté du propos. Un grand merci à vous. Non, c'était très bien. Alors, on peut peut-être partager à nos auditeurs qui sont encore nombreux à l'heure où on parle que on avait eu plusieurs discussions avec François Gillet parce qu'il y a un truc dont on était sûr, c'était qu'on souhaitait son intervention dans la web-série ESAT. Il y a un truc qui nous a pris un peu plus de temps, c'est de savoir à quel moment c'était le plus opportun. Parce que, assurément, il y avait de l'intérêt au témoignage à tous les étages de la web-série. C'est peut-être en écho à la pépite évoquée tout à l'heure par Madame Combe-Joret, mais bon, voilà. En tout cas, un grand merci pour avoir donné cette vue globale qui illustre vraiment bien finalement les enjeux d'articulation qu'il y a autour. Et puis, le premier d'entre eux est la mise en œuvre d'un parcours, finalement, qui mobilise les différents étages de la fusée. Alors, on sait que ces questions-là, c'est votre dada depuis un petit bout de temps déjà, donc ça a évidemment contribué à la clarté du propos, mais vraiment, j'ai trouvé hyper appréciable la manière dont vous montrez comment les différentes ressources existantes, y compris celle de la formation que citait Madame Combe-Joret tout à l'heure, sont activables dans la plateforme qui est la vôtre. Alors, on a deux remarques, en fait, dans les questions que je vous livre, et puis je vous laisse réagir l'un ou l'autre. Alors, qui ne sont pas forcément directement en lien avec le propos, mais qui réinscrivent aussi les réflexions, les préoccupations de nos auditeurs. La première est relative aux moyens, justement, et nous dit « Le budget annexe de production et de commercialisation compense chaque année de plus en plus le déficit en budget principal d'action sociale. Pour se transformer et pour être innovant, pour apporter l'encadrement nécessaire aux personnes, il est nécessaire que la réduction chronique des dotations globales s'inverse. » Une réaction ? C'est très compliqué parce que d'un côté, c'est complètement exact. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur les ESAT, nos capacités, qu'on nous dit d'une part, il n'y aura pas de création de places, et que d'autre part, on n'aura pas des moyens, supplémentaires. Et en effet, le budget commercial est très compliqué à pouvoir à minima équilibrer. On en sait quelque chose après les 2 ans de pandémie et le restaurant. Alors, moi, je réagis en tant que directeur général, et c'est vrai que je parle des organisations parce que moi, je vais automatiquement penser global et je ne vais plus penser uniquement ESAT. Dans le cadre du parcours de la personne, je vais penser global et je vais, à certains moments, et je le sais, être obligé d'avoir des moyens que je vais prendre au SAVE ou à l'entreprise adaptée ou ailleurs d'ailleurs, pour pouvoir accompagner le parcours des personnes. Et ça nous oblige, en tout cas, cette question-là, à ne plus penser en silo et à penser de manière beaucoup plus globale. Et c'est ça la grande difficulté, en tout cas, à laquelle nous sommes confrontés, selon moi. Merci. Madame Combe-Joret, vous disiez tout à l'heure à la question que je vous avais directement posée en la matière que finalement les principes organisationnels de l'organisation capacitante étaient, disiez-vous, indépendants des moyens. Donc, il faut que je nuance mon propos. C'est clair. Alors, moi, je peux faire un parallèle avec l'université. À force, nous, il nous manque 14 ETP, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, les moyens, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Sauf que, effectivement, d'une part, si on élargit la focale de l'ESAT à un territoire, je pense que vraiment de plus en plus, là, vous allez raisonner en territoire. Donc, un ESAT qui est connexe, l'entreprise adaptée qui est à côté, l'école de formation qui peut peut-être aider. Il y a vraiment, par exemple, si je prends encore le cas de l'ESAT L'Envol, ce sont des des personnes en situation de handicap de l'ESAT L'Envol qui vont dans l'IME
pour accompagner les moniteurs de l'IME, à accompagner les enfants, futurs jeunes, à venir dans les ZAD. Donc, il y a vraiment des choses qui sont à penser plutôt en écosystème, mais ça n'empêche que moi, je déplore totalement et je m'insurge totalement avec vous sur les diminutions des fonds publics. Ça n'a pas de sens. Moi, j'espérais qu'avec le rapport de l'IGAS en 2019, qui prend carrément le contre-pied de celui de 2017, il y ait vraiment une action de politique publique en faveur en fait des ESAT, puisqu'on a reconnu leur rôle de bouclier social. Je veux dire, c'est pas rien. Donc, moi j'ai beau m'insurger dans mon coin, ça ne fera pas vraisemblablement changer la trajectoire dans laquelle sont inscrites les politiques publiques. Donc du coup, ça demande en fait aux structures effectivement de raisonner et de trouver des points d'appui, de trouver Alors nous à l'université, on parle beaucoup de mutualisation, c'est-à-dire que et les mutualisations, c'est vraiment une ressource, mais là aussi qu'il y a des limites. Au bout d'un moment, on ne peut plus, parce qu'il y a des économies d'échelle au bout d'un moment. Mais il y a vraiment ce côté-là. En revanche, je reviens sur les principes. Le fait de réfléchir à l'autodétermination, ce n'est pas un coup, ça. C'est vraiment un changement de logique, un changement de perception, voire même de philosophie. Et je crois vraiment que là, toujours pareil, moi j'ai beaucoup de sympathie avec le Québec. C'est un autre concept, c'est une autre société, mais ça fait très longtemps en fait qu'ils font ce que prévoyait la loi 2002, c'est-à-dire ils partent des personnes, pas des organisations. Et du coup, ça change un peu la perspective. Et du coup, l'autodétermination, c'est pas forcément des coûts, c'est vraiment une façon de. Si une personne demande à un moniteur quel est le chemin que je dois prendre, l'anecdote, c'est de dire ça dépend où tu veux aller. C'est vrai que l'organisation, elle va dépendre de comment on repense les parcours. Complètement. En tenant compte, bien sûr, des contraintes de certaines organisations, mais comment on repense les parcours et comment on coopère en interne et en externe, automatiquement. Après, il y a des limites face à un certain nombre de contraintes économiques, mais on peut pallier un certain nombre de choses. En sollicitant aussi la participation des personnes, en allant je suis désolé, mais aussi en allant sur des nouveaux marchés. Il faut qu'on ait cette réflexion-là, sur des nouvelles approches. Je veux dire, nous, le restaurant, on a connu des très grosses difficultés sur les 2 dernières années, et pour cause. Avec la pandémie, on n'a pas été aidé, puisqu'on est un ESAT. On n'a pas bénéficié des aides, ce qui n'est pas tout à fait normal d'ailleurs quand on parle d'inclusion, ce qui fait qu'on a des déficits énormes. Eh bien, on est allé proposer d'autres choses et on a fermé le restaurant pour intervenir au Parc Expo, faire des week-ends, faire des choses qui nous ont ramené, premièrement, des moyens supplémentaires et deuxièmement, de la clientèle au quotidien. Mais c'est vraiment penser différemment et lorsqu'on en a la possibilité automatiquement. Très bien, merci. En matière de parcours, une question relative aux objectifs d'inclusion qui n'ont pas manqué de jalonner, et je pense que ça restera le cas jusqu'au bout, les différentes séances que nous avons traversées. Donc, un auditeur nous dit, on entend parler d'un objectif de 7% d'inclusion, quel est votre point de vue? Alors, à ce sujet-là, 2 petits rappels. Les 7% étaient ceux mentionnés dans le rapport IGAS-IGF de 2019. À la première séance, Didier Rambaud nous disait que selon les ESAT sondés par Handicat, il était question de 0,47%. Et Madame Combe-Joret, vous nous avez dit 1% aujourd'hui. Donc voilà, entre les faits et l'objectif, on va dire qu'il est encore loin de la coupe aux lèvres. Mais ça ne répond pas à la question posée par l'auditeur que je vous soumets donc. 7%, qu'est-ce que vous pensez de cet objectif chiffré? Qui veut commencer? Je vais commencer. C'est extrêmement délicat de répondre à cette question. Déjà parce que c'est vrai que c'est un chiffre qui est en l'air, mais ce n'est pas un chiffre qui est encore validé de quelque manière que ce soit, automatiquement. C'est vrai qu'on part du parcours à partir des attentes et du projet de la personne et qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'ambition d'aller vers le milieu ordinaire. Et on sait que les chiffres dans lesquels on est sont inférieurs au 1%.
confère ce que vous venez de dire. Hein. Si on est à 0,50 ou à 1%, en tout cas, les 7% tels qu'ils sont annoncés ne sont pas valables, puisque ce que j'avais entendu, c'est que les 7% tenaient compte aussi des sorties pour la retraite et autres démissions. Ce que je vois, en tout cas, c'est qu'on nous a donné des objectifs chiffrés pour les CDD tremplin, pour l'emploi accompagné, pour un certain nombre de choses, et que ces objectifs chiffrés, en cumulant et en travaillant le projet avec une méthodologie qui vise le milieu ordinaire avec l'accompagnement médico-social afférent, qui travaille sur les freins périphériques à l'emploi, qui prend le temps et qui défend le fait de se mettre au rythme de la personne et de prendre le temps. Par exemple, sur le dispositif emploi accompagné, les vrais résultats qu'on a eus, c'est à la 3e année. Hein, eh bien, on a atteint ces objectifs qui étaient pour le CDD tremplin de 30% et pour l'emploi accompagné de plus de 30%. D'accord. Donc, je pense qu'on n'ira pas au-delà de 4-5% quand même dans les ESAT. Hein. Faut pas non plus. On a des personnes qui sont quand même en grande difficulté et si elles sont orientées vers les ESAT, c'est pas pour rien. Hein, pour la plupart. Par contre, à ce sujet, si je peux me permettre de vous interrompre sur ce point, le directeur de la MDPH de l'Aube pointait d'ailleurs le paradoxe dans l'orientation, puisque l'orientation ESAT se fait sur la base d'une restriction substantielle et durable dans l'activité et l'emploi. Voilà, bon. C'était une anicroche parce que évidemment tout ce qu'on a dit après sur le parcours vient tempérer le point de vue, mais voilà, effectivement. À l'heure actuelle, moi je peux vous dire que de notre IM-Pro qui accompagne 80 jeunes, nous avons la moitié des jeunes qui partent vers le milieu ordinaire. D'accord. Et plus vers le milieu protégé. Hein, je veux dire avec un accompagnement qui va perdurer au-delà, bien entendu, de l'IM-Pro. Ok. Et donc, je veux dire, sur une bonne dizaine de sorties par an. Donc, il y a aussi le système de la filière, mais c'est tous ces systèmes-là qu'il faut arriver à valoriser et pas simplement le focus ESAT et uniquement ESAT, selon moi en tout cas. Ok, encore une fois, vue globale. Madame Combe-Joret. Je partage totalement là, ce que vous venez de dire. Je voudrais juste rajouter une chose. Il me semble que quand le gouvernement fixe un objectif, c'est un horizon. Parce que si on part, l'histoire des 1%, c'était 1% max. Hein, ça veut dire que la réalité, aujourd'hui, on est très loin. Mais je crois que l'objectif, c'est plutôt, tant qu'il n'est pas avec des pénalité à la clé, c'est plutôt un horizon, c'est plutôt une perspective, c'est plutôt un changement de mentalité. Enfin, en tous les cas, si on peut le percevoir comme ça va. Parce que pour avoir travaillé aussi sur le milieu des structures d'insertion par l'activité économique, si en fait ces structures ont été créées pour accompagner des personnes éloignées de l'emploi, c'est bien qu'il y a un souci pour arriver vers l'emploi. Donc si on met des objectifs en fait inatteignables, ça n'a juste pas de sens. Pour les ESAT, nous, les 10 ESAT qu'on a pu rencontrer, il y avait vraiment 2 catégories, il me semble. Hein. Il y avait les ESAT en fait spécialisés dans l'accompagnement des personnes avec handicap psychique qui étaient là beaucoup moins éloignées de l'emploi. Et par exemple, je reviens à l'ESAT La Bourgette où il y avait des personnes avec des troubles autistiques, mais vraiment majeurs. Là, ça paraît juste quelque chose au moins pour une partie des personnes accompagnées, ça paraît très très loin. Et si je reviens sur l'autre aspect qui a été évoqué, je crois que la philosophie ou le changement en fait la transition ou la transformation, je ne sais pas comment on veut dire, vers une société plus inclusive, elle va commencer en maternelle, dès la maternelle. Si on veut vraiment, hein, mais ça interpelle toute la société. Là, on réfléchit beaucoup aussi avec les Atlanvol, avec les entreprises du territoire. Là aussi, les entreprises du milieu ordinaire, accueillir, être en capacité d'ouvrir et d'imaginer comme possible l'inclusion d'une personne en situation de handicap ou de 2 ou de 3, etc. Ça veut dire aussi faire reconnaître que les diversités du handicap et proposer aussi des modalités. Enfin, tout l'écosystème doit changer. Hein. Ce n'est pas que les ESAT, sinon c'est juste pas possible. Hein. C'est de la maternelle jusqu'à l'emploi en milieu ordinaire et encore avec différentes modalités, des allers-retours, des mi-temps possibles, etc. Et c'est aussi comment nous, au niveau institutionnel, on participe à ce qui se passe
sur nos territoires, que ce soit médico-sociaux, sociaux ou autres. Hein, je veux dire, automatiquement, les liens avec la CCI, les liens avec les chambres des métiers, enfin, l'ensemble de ces données qui peuvent permettre justement de trouver des niches, de travailler à des parcours d'inclusion qui vont être accompagnés, pas pour les personnes, mais aussi pour les entreprises. Très bien. Merci à tous les deux. Encore une question. Alors, ça sera la dernière vu l'heure qui passe, mais étant donné qu'on avait accusé un petit délai, on peut encore se permettre. Sur les 30% de sorties d'IM Pro, combien de personnes restent en milieu ordinaire et sur combien de temps? Alors là, je pense que c'est une question qui vous est directement adressée, François. Oui. Alors sur les 30%, c'est pas sortie IM Pro puisque les 30%, je parlais des CDD tremplin principalement et de l'emploi accompagné. Sur l'IM Pro, le suivi à 3 ans, laisse à penser que alors j'ai pas les chiffres, vous allez m'en excuser, mais on a quand même la plupart des jeunes qui se maintiennent dans les apprentissages, parce que c'est souvent l'apprentissage qui va être privilégié, qui se maintiennent dans l'apprentissage à partir de l'accompagnement qu'on va avoir et du centre de formation et de l'entreprise. Par contre, en effet, il serait intéressant d'avoir des statistiques à plus long terme. Sur le dispositif emploi accompagné, c'est une très grande majorité qui reste, puisque nous avons eu une première expérimentation début des années 2010. On a eu 80% de sorties positives du dispositif. C'est des gens qu'on a continué à accompagner, puisque l'emploi accompagné, c'est véritablement l'accompagnement tout au long de la vie. Et on s'aperçoit que 70% de ces 80% sont encore soit en formation longue, soit en emploi. Pour nous, un emploi long, dans ce cadre-là, c'est plus de 6 mois. C'est un CDD de plus de 6 mois. On accompagne des personnes autistes dans ce cadre-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question exactement, parce que ce serait intéressant d'avoir en effet, je pense que l'interlocuteur a tout à fait raison, d'avoir des statistiques fines à cet endroit-là. Par contre, ce que ça nécessite, c'est de défendre cet accompagnement tout au long de la vie des personnes en situation de handicap. Et c'est bien là où on a, nous aussi, à défendre un certain nombre de choses. Merci à vous. D'assez nombreux autres messages disaient merci pour la qualité des interventions. Donc, je vous les relais. Ces remerciements sont vôtres. Donc, je les rejoins. Un grand merci à tous les deux pour la clarté de vos propos, pour le temps que vous nous avez accordé. Et puis, à tout le monde, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 20 mai, pour, tenez-vous bien, la formation en ESAT tout au long de la vie. Tiens donc, quelle continuité dans le propos. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.